Ensuite, il y a les fonds de concours qui ont été sur des projets qui avaient été validés en 2019. Donc là, je me rassure, on retrouve les mêmes. Donc un équipement en troisième lieu hors espace jeu, puisque l'espace jeu en fait est pris en charge par la commune. Commune, vous le savez, 185 ont été versés sur 2019. Ça avait été majoré de 10%. C'était le mécanisme qui le permettait. On pouvait majorer un projet. Vous avez fait le choix, cerveau, de majorer ce projet-là. Il y a eu aussi des aires de loisirs sur la ZEC du Vallon et la mise aux normes d'accessibilité. Ensuite, on a le plan vélo, là aussi, où il y a eu des sommes accordées. 2014-2019, donc effectivement 539, 314 et 336, 176, et il reste à verser 11 000 euros sur ce sujet du plan vélo. Pourquoi c'est quoi la différence sur le plan vélo? Comment? La différence qu'il y a? Oui. Non. C'est pas la différence entre l'accordé, versé et le reste? C'est l'investissement accordé, Ouais. et en sachant qu'il y a eu des parties financées à 50% et d'autres à 100% sur l'ensemble du programme. D'accord. Ok. En fait, il reste donc en participation, donc 336 000, le total de participation c'est 336 000 plus 11 000. D'accord. Ok. Pour un investissement global de 539 000 sur la période. Voilà. Ok. Oui, effectivement. Moi, Versements accordés. Je fais le raccourci. Hein. Non, mais je suis dans ma lancée là, mais tu fais bien de reprendre. Donc ensuite, les principaux investissements 2019, je passe assez rapidement, mais vous avez, ça c'est des investissements communautaires. Donc la communauté de communes avait achevé les travaux d'extension des services administratifs à Château-Giron, achèvement de la réhabilitation de l'office de tourisme intercommunal qui est basé aussi à Château-Giron. On avait les travaux de la gendarmerie pour les logements de gendarmerie. Alors ça, il faut savoir que c'est la communauté de communes qui a financé, mais en fait c'est une opération, on va dire, quasi blanche, puisque les loyers qui vont être versés couvrent les investissements, l'emprunt qui a été fait et l'opération sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que là aussi, c'est un sujet sur lequel la communauté de communes avait fait le choix d'accompagner. Alors on est sur les logements des gendarmes, puisque la caserne en tant que telle qui a été refaite à Château-Giron, c'est le budget national, pour faire simple, de la gendarmerie qui le fait. Nous, on s'occupe uniquement des logements. Démarrage de la construction de la salle des sports intercommunale, donc c'était le gros en 2019, on avait 1,018 000 sur une prévision de 5 856 935, donc 2020, ça a été la grosse année de dépense. L'aménagement de l'espace coworking, les financements de la fibre optique, on a le chiffre 557, 737 exactement, et modernisation des zones d'activité liées au transfert de compétences. Donc on avait 840 587 de dépenses sur 2,9 millions sur 5 ans qui sont programmés. Et puis toujours des programmes de financement de logements sociaux, 158 000 euros, donc 86 000 financés à Château-Giron pour l'année 2019 sur 43 logements. Donc ça, c'est les programmations des opérateurs qui font qu'il y a des années, il y en a ou il n'y en a pas, mais on a 1,2 million sur 5 ans en prévision sur le logement social. Voilà, et les prévisions 2020, vous retrouvez la salle multisport, le tir à l'arc, donc j'en ai parlé en projet qui est porté avec la commune de Donlou. On avait le démarrage d'un espace jeu à Donlou également, réorientation du projet d'extension de l'épicerie sociale. Donc juste deux mots, parce qu'en fait l'épicerie sociale est confrontée aujourd'hui à des difficultés sur l'accueil de ces, on va dire, des personnes qui le reçoivent, et donc on est en train de réfléchir, puisqu'on ne pourra pas, comme ça avait été prévu au départ, de moderniser ou d'agrandir le site. Là où il est incroyable, on ne peut pas. Techniquement, il y a des problèmes de réseau pour faire ça. Donc il faut trouver une autre solution, et on est en train de réfléchir à trouver une solution pour l'épicerie sociale. Construction d'un équipement on a mis équipement simplifié pour l'accueil des gens du voyage. On essaye de voir des nouvelles formules avec le département, parce que Noyal est dans l'obligation d'ouvrir un accueil des gens du voyage.
Il y a un soutien financier au développement du haut débit, on l'a dit, rénovation des zones d'activité, c'est le marché global de performance, et la remise en état des équipements communautaires pour 230 000. Vous voyez que là aussi, ça commence à monter. C'est un programme de travaux qu'on doit prendre en compte dans notre budget. Voilà, très rapidement, le total c'est 6,6 millions d'euros avec les financements des logements sociaux. Donc vous voyez ce qui était prévu dans le budget 2020. Là aussi, financièrement, on va dire les choix qui ont été faits n'auront pas, vont maintenir la situation financière de l'Interco, hein, si je fais très court, parce que on a continué d'avoir un peu les mêmes ratios. Mais donc, ce nouveau mandat qui s'ouvre, ce qu'on peut dire, c'est que on va avoir à réfléchir effectivement sur le pacte financier, c'est-à-dire la relation qu'on a entre les communes et l'Interco. Il faut mettre toutes les choses à plat, donc il y a eu une étude financière qui est en cours, toutes les communes ont été rencontrées. On va comparer les communes entre nous, notre Interco, parce que c'est bien notre Interco, hein, c'est pas quelque chose à côté, c'est notre bien à tous. Donc on va, je dirais, fonction de ce qu'on pourra faire, l'évolution réglementaire et les choix des élus, voir comment on fait bouger ou pas notre pacte financier. Et puis on a, dans le même lien, un projet de territoire qui est à construire. Donc c'est le 4e du pays de Château-Giron. Là, on était sur un projet de territoire 2017-2022. Et donc on doit reconstruire un projet pour 5 ans, 2022-2027. On va effectivement solliciter avec les collègues vice-président commission par commission. Donc il va y avoir sur cette année de nombreuses rencontres pour effectivement définir le projet de territoire, savoir vers quoi on va vouloir mettre nos priorités. Parce qu'en fait, un projet de territoire, c'est ça. C'est un peu la feuille de route. Qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on veut mettre en priorité. Donc ça, c'est des sujets. Alors c'est pour ça qu'on le met en 2022, parce que ça laisse le temps quand même aux élus de faire au moins une année de mandat pour se caler au niveau communal, et que dès qu'on est à peu près calé au niveau communal, on embraye sur la réflexion intercommunale de façon à tomber entre les réflexions, mais sachant que tout est lié, donc c'est important aussi que ça se suive. Donc voilà. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Et vous avez autre chose derrière. Donc, voilà. Oui, on a un petit dog, mais ça... S'il y a juste quelques questions, je sais. Oui, je pense que c'est important qu'on prenne le temps de s'exprimer. Vous avez vu que la communauté de communes, donc, de par ses compétences, donc, rend un service large à nos concitoyens. On l'a dit, on l'a vu, mais j'insisterai donc, sur la nécessité. Et je sais que chacun de vous y est attentif, mais de s'impliquer dans les commissions, dans les groupes de travail et dans les sollicitations, en complément, en lien avec les commissions sur lesquelles vous êtes positionnés sur la commune. Hein. Donc en général, on a fait l'effort dans l'organisation de nos commissions, hein, donc d'avoir le lien direct pour avoir l'information ascendante et descendante entre l'Interco et la commune, de façon à voir donc, le meilleur reflet possible, hein, de la position de la commune dans les commissions, dans les instances de la communauté, mais à l'inverse aussi, hein, donc, que la commission communale ou municipale plus exactement, soit aussi au fait de ce qui donc s'engage ou se réfléchit au niveau interco. Donc c'est dans ce sens hein, que vous avez pu voir depuis le début de cette mandature, hein, que dans chaque instance, il y a un point interco le plus souvent possible, hein, que ce soit au conseil municipal, au bureau municipal également, et puis dans les commissions, hein, donc c'est peut-être moins sensible, mais c'est l'objectif aussi, de façon à ce qu'il y ait une parfaite cohérence, ou la meilleure cohérence possible entre les deux instances pour le service le plus efficient.
Ensuite, on est, tu l'as dit, hein, on est dans une période de transition, hein, au niveau du pacte financier, au niveau du projet de territoire. Alors, il est bien évident que la taille de l'interco présente des atouts en termes de réflexion, en termes de participation. Les relations sont plus directes. Mais il va de soi qu'on sera aussi attentif à ce que le projet de territoire ait un rayonnement équilibré sur l'ensemble du territoire, notamment. Hein, c'est peut-être, si j'avais des choses à dire, c'est peut-être dans ce sens-là, mais Dominique n'est pas surpris, je ne pense pas. Voilà, donc il y a ce rayonnement attentif, et puis bon, sur le plan des finances, effectivement aussi, des équilibres nouveaux à trouver sans doute, hein, puisque la loi nous oblige dans certains cas, c'est clair, mais la loi nous permet aussi dans d'autres, hein, en termes de critères de solidarité notamment, et nous prendrons toute notre part dans la construction de ce projet de territoire et de ce pacte financier. Voilà maintenant peut-être si les uns et les autres veulent s'exprimer. Tout va bien alors. Juste une remarque, moi peut-être, c'est pas du tout un questionnement. J'ai été auditée ce soir pour le projet de territoire. Donc, ça y est, c'est parti. Par contre, moi j'ai pas répondu. J'ai expliqué à la personne que j'étais élue et que c'était peut-être pas. Non, alors normalement, c'est effectivement l'enquête qu'on a demandé auprès de TMO, c'est un institut de sondage pour essayer de ressentir un peu ce que les habitants pensent du pays de Châteaugiron communauté. Alors normalement, on va leur faire remonter parce que il y a quand même un principe, c'est que les élus n'étaient pas interrogés. C'est tombé sur moi. Bon alors, Anne-Marie aussi? Ouais. Ah, bah, ça en fait deux là. Deux. Alors, faire mettre leur tablette. Ils se sont trouvés. Non, mais je pense qu'il y a un petit souci parce que je pense qu'ils ont sans doute, et je me demande, vous n'êtes pas élu communautaire? Non, Non. mais je pense Si, toi non, je participe à une commission, mais je sais pas. Mais je me demande s'ils n'ont pas flairé le truc et s'ils n'ont pas intégré uniquement les élus communautaires. S'ils n'ont pas. Mais bon, on va regarder. Mais vous pouvez parler en bien aussi du pays de Châteaugiron. Non, mais l'idée, effectivement, c'est celle-là, c'est de, rapidement, cette étude, elle a été lancée parce qu'en fait, on l'avait fait il y a 2016, et c'est de voir, en fait, comment ça a évolué, comment les habitants ressentent ou pas l'appartenance à la communauté de communes. Enfin, c'est un questionnaire qui est assez complet, et donc qui permettra de voir un peu comment ça évolue et quelles sont les attentes des habitants du territoire. Voilà, sur un échantillon normalement représentatif, donc tu dois faire partir des gens représentatifs. Mais non, normalement les élus n'étaient pas interrogés. Donc 2. Il faut savoir que dans un deuxième temps, l'enquête sera en ligne, donc à partir du 25 janvier, donc là où tout à chacun pourra répondre. Voilà. Mais c'était l'idée de récupérer quand même l'idée des élus un peu à part, pour voir si, peut-être par bonheur, c'est exactement la même chose ou pas. Voilà. Il y a d'autres points? Bon, merci. Oui, vas-y. Je ne savais pas si je disais ce soir ou demain qu'il y a un conseil communautaire. Peut-être que j'ai loupé certaines étapes. Je trouve que. Alors, déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai beaucoup apprécié la présentation, même si je ne suis pas la moins bien placée pour savoir ce qui se passe au pays de Châteaugiron communauté. Juste, en fait, moi, peut-être que je n'ai pas certaines informations, mais j'ai découvert, en fait, dans l'Ouest France, en fait, justement, l'étude sur l'identité, etc. Et je regrette un petit peu qu'on m'ait pas un peu des informations préalables, parce que, en plus, pour moi, il n'y avait pas forcément d'urgence, parce que demain, il y avait un conseil. On aurait peut-être pu le savoir en conseil. Et du coup, moi, j'ai bien l'Ouest France, j'ai découvert ça. Et voilà, j'aurais été incapable de répondre à des demandes de concitoyens
Et c'est un peu pareil sur le compte Facebook, par exemple. Il a été ouvert, on l'a un peu découvert comme ça, alors il a été noté dans une newsletter, je ne sais pas qui l'a lu, enfin, mais ça a été fait aussi après coup, et du coup, je trouve que ça manque parfois un peu juste de transmission plus directe d'informations quand ça ne passe pas en conseil communautaire. Et en plus, il n'y a pas de commission communication au sein de la Comcom. Et du coup, je me dis juste comment est-ce qu'on peut peut-être avoir davantage d'informations en amont pour éviter de se retrouver avec des articles de presse qui nous concernent, a fortiori quand on est conseiller communautaire. Voilà, mais c'est juste une suggestion d'amélioration dans nos relations, dans ce qui se passe en DCC par rapport à la communauté. La remarque est toujours intéressante, alors juste pour la communication, c'est le président qui l'a en charge. Oui, je sais bien. Il faut. Non, c'est effectivement la difficulté de savoir effectivement qu'est-ce qu'on. Parce qu'on a le bureau des maires, donc bien évidemment que les maires vont valider. Hein, c'est un peu le principe du bureau quand même. Je parle sur trop de Melaine, mais bon, cette étude, on en avait parlé, on avait l'idée. Sur le compte Facebook, c'est pareil, c'est un peu. Ça a été décidé, c'est vrai que c'est le bureau qui est un peu. En fait, le bureau n'a pas de pouvoir de décision. C'est-à-dire que les décisions qui relèvent de délibération, le bureau ne pas du tout. Les commissions, parce que je n'ai pas expliqué dans le début, c'est un peu comme dans les communes, hein, les commissions travaillent, proposent des sujets au conseil communautaire, au président, au vice-président, et les vice-présidents et présidents amènent au conseil communautaire les délibérations. Après, l'instance, un petit peu de gouvernance, on va dire, c'est vrai que c'est le bureau qui. Voilà. Donc la seule chose que je peux vous dire, on peut toujours s'améliorer. Hein. On peut effectivement prendre la remarque pour dire. C'est un peu le principe de la newsletter. La newsletter, c'est une information que normalement tous les élus ont. Et l'objectif, c'est que la newsletter devance un petit peu ça, de façon à ce que vous ayez le temps éventuellement de vous retourner pour dire de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous avez lancé, éventuellement poser vos questions. Donc il faut peut-être qu'on se cale plus là-dessus, on essaye de le faire, mais puis on a un contexte en ce moment qui est un peu pénible parce que c'est compliqué de réunir tout le monde à chaque fois. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne compte de la remarque en servant notamment de la newsletter. L'idée, c'est pas de vous noyer d'informations, mais objectivement, je pense que normalement, s'il y en a qui ne l'ont pas, il faut appeler les services de l'Interco pour rectifier les adresses mail. C'est pas très long, mais regardez là, ça vous donne juste des infos, mais et c'est justement l'objectif, c'est que si ça vous alerte, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui. Vous avez aussi un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que, comme vous parliez dans les compétences de la communauté de communes, il y a des compétences qui sont effectivement des compétences qui sont aussi au niveau des communes. Hein. Et aujourd'hui, il y a des sujets qui sont quand même assez semblables, hein, des choses qui sont traitées au niveau du pays, de Château-Géron, mais qui sont après déclinées au niveau du commune. Je parle de ça parce que vous parliez effectivement de quelque chose qui est important dans les futures perspectives du pays de Château-Géron, c'est les mobilités. Il y avait eu des ateliers participatifs faits sur les mobilités et les statistiques de fait. Moi, ce qu'on m'a répondu, c'est de toute façon, le résultat des statistiques vont sortir dans le fil, c'est le magazine. Mais depuis le début que je suis élue là, de ce moment-là, je demande d'avoir l'étude qui a été faite, notamment au niveau des Servonnais, qui me permettrait de m'appuyer sur déjà quelque chose qui a été fait pour élaborer mon plan local de dépassement. Alors, on est mieux placé avec Molaine pour reparler de ça. Donc, l'enquête, elle va être sur le site. Hein, je parle sous réserve, mais sur le site internet de la commune, vous allez retrouver tous les éléments. Et on a prévu, on est en train de caler ça, mais vous allez me dire, il ne parle que du contexte sanitaire, mais en réalité, on doit aller dans toutes les communes. Justement, l'idée, c'est de. Alors, on attend, on espère, un desserrement pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas le faire en visio, parce que ça traite beaucoup d'intérêt, mais bon, à moins qu'on soit contraint. Mais l'idée, c'est de retourner dans les communes, justement, sur les sujets des mobilités, suite aux premières enquêtes qui avaient été faites, avec le cabinet Mobilis qui nous accompagne,
faire rapidement les retours, les grandes tendances, mais surtout, voilà, vous donner les évolutions qu'on a eues depuis, parce que là, il y a une évolution réglementaire, donc les membres de la commission le savent, il va falloir se positionner rapidement sur une prise de compétence ou pas, enfin, on va pas rentrer dans les détails, donc il y a des vrais sujets. L'idée, c'est qu'on retourne dans les communes, dans les 5 communes, de façon à échanger avec les habitants enfin, les habitants qui avaient participé à l'étude et les élus, justement pour cette thématique-là. C'est vrai que c'est des sujets importants, mais on a pris acte aussi au niveau du bureau que sur certains sujets, effectivement, alors, il y a des fois, on se réunit au niveau de l'interco, de temps en temps, il faut revenir dans les communes, on en est bien conscient. Après, c'est toujours les moyens, souvent d'agenda et de temps qui nous bloquent un peu, mais voilà, il ne faut pas hésiter justement à faire remonter auprès des maires ou de vos collègues élus dans les commissions, si vous sentez qu'il y a des sujets sur lesquels le retour sur la commune, mais les mobilités, c'est prévu. Voilà, ça fait partie du plan de travail, hein, notamment pour l'élaboration du plan global de déplacement, hein, sur l'ensemble du territoire. Et il faut effectivement, tu as raison de souligner qu'il y a une parfaite complémentarité entre ce travail fait au niveau interco et puis ce qui sera nécessaire de faire en opérationnel de proximité sur le plan local de déplacement qui est aussi, donc on le verra tout à l'heure, hein, donc une volonté de la commune concernant 2021. Ensuite, sur les timings j'avais prévu de vous informer ce soir sur l'enquête de territoire, avec un certain nombre d'autres points que je fais à chaque fois. C'est pas concertable. Et ça, c'est pas ça. Mais non, mais tu as parfaitement raison, hein. Effectivement, le timing, il est toujours un peu, mais il faut vraiment, je crois que si on veut, d'une part, être efficient dans notre travail, dans nos missions d'élus et performants dans nos réflexions, il faut qu'on ait effectivement le plus près possible l'information. Hein, il y a beaucoup de sujets qui effectivement interpellent communauté et communes. Et puis il ne faut pas l'oublier, vous êtes les élus de proximité. Et à ce titre-là, vous êtes sollicités par les habitants. Nous sommes sollicités par les habitants parce que nous, on est aussi. Et c'est vrai que voilà, on se doit d'avoir l'information la plus juste possible. Bon, après, voilà, toujours aussi des petits écarts qui sont. Mais on doit pouvoir nettement, effectivement, travailler sur ce point. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage à vous. Et puis, à très bientôt. Oui. Alors, ok, merci. Merci. Vous connaissez Monsieur Ravan ? Oui, par derrière. On passe par la porte de service. C'est vrai. Allez. On va continuer. Donc, alors, juste peut-être au préalable. Donc, on va passer au DOB hein, d'abord, parce que je ne voudrais pas que le DOB soit escamoté. On finira donc en fonction de l'horaire par le rapport d'activité du SMICTOM qui n'a aucun enjeu ce soir et que l'on peut, si on le décide, le reporter sur une autre séance. On va d'abord se consacrer au DOM. En premier temps, il nous faut approuver donc, le procès verbal de la séance du 16 décembre. Il y a quelque chose qui challenge. Pardon. Il y a comment. Donc, concernant le procès verbal du mois de décembre, est-ce qu'il y a des remarques?
Donc, qui s'oppose à l'approbation du PV? Qui s'abstient? Donc, approuvé à l'unanimité. Ah. Tu approuves? Ok, bon. Alors, on va passer au débat de réflexion budgétaire. Pardon? Oui? J'ai une petite remarque aussi sur les conditions. Je pense que personne ne peut pas d'avoir les trucs sur les genoux. C'est pour savoir pourquoi ça n'a pas pu se faire à Brassens, ce qui est une question légale, le texte qui nous oblige, ou pourquoi on ne peut pas mettre les tables comme c'est ici pour tout le monde. Voilà, c'est la première petite question. Rapide. Et après, je voulais revenir sur le vif échange qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal. La première chose que je voulais dire, c'est que les membres du collectif citoyen ont été surpris à la lecture du film décembre dernier, en voyant les deux contributions qui se contredisent. C'est un sentiment partagé que j'ai exprimé lors de la dernière réunion du conseil municipal. Et nous sommes certains que vous comprenez que cette juxtaposition malheureuse de positions contradictoires ait pu nous surprendre. Le fait de découvrir une réponse publique différente de celle exprimée lors des commissions ou groupes nous a particulièrement étonnés. Nous sommes certains que vous pouvez entendre cela. Mes propos ont pu être maladroits et je m'en excuse auprès des rédacteurs et rédactrices de cet article, en premier lieu auprès d'Éric Montlibert, dont je ne doute pas un instant de la sincérité. Les services, quant à eux, évidemment, sont pas nombreux dans cette histoire. Cet événement relève un manque de communication entre majorité et minorité, qui pourrait jouer en la défaveur de toutes et tous, au lieu de nos concitoyens. Nous nous félicitons d'avoir été invités à la relecture du dernier film, ce qui devrait permettre d'éviter ce type de situation. Car nous ne sommes pas en conflit, nous ne sommes pas dans la confrontation, nous ne sommes pas dans la posture. Vous avez pu le constater, que ce soit en conseil ou dans les commissions, nous ne nous opposons pas par plaisir ou facilité. Mais lorsqu'une délibération ou un projet ne nous semble pas juste, pas conforme à ce que nous avons défendu lors de la campagne municipale, nous l'exprimons par conviction et par devoir envers celles et ceux qui nous ont fait confiance lors des dernières élections. Et nous continuerons, dans les mois et années à venir, à défendre avec force ce en quoi nous croyons: la démocratie participative réelle, l'écologie, le lien social. Nous avons bien réécouté la séquence en question et nous avons entendu que, grâce au questionnement des élus de Servons Ensemble, vous êtes renseignés et avez approfondi cette question du recyclage. C'est une bonne chose de notre point de vue. Nous pouvons ainsi faire avancer des questions écologiques, malgré tout, sur des projets qui, de notre point de vue, ne le sont pas. Nous avons également entendu le terme de manipulation. Nous espérons que personne ici n'a pu penser que nous vous accusions de manipulation, et je suppose que votre propre accusation n'est que le fruit de l'émotion. Nous n'avons jamais été malveillants. Nous défendons avec enthousiasme et détermination en quoi nous croyons. Mais nous ne saurons pas les faire valoir. Notre projet est aussi de faire de la politique autrement, de sortir des postures et des ambitions personnelles. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas d'autre ambition que d'être les porte-parole d'un collectif égalitaire. Je vous remercie. Bien. Sur le premier point, donc pourquoi cette configuration ce soir? Tout simplement puisque depuis donc, les nouvelles dispositions dont vous avez été informé d'ailleurs par mail aujourd'hui, hein, donc vous avez pu avoir des précisions. Donc un certain nombre d'activités sont certes annulées, mais un certain nombre d'autres ont pu être maintenues. D'où la difficulté de concilier activités prévues dans la journée et puis conseil municipal. D'où cette disposition pour respecter donc dans les meilleures conditions les dispositions sanitaires
et malgré tout faire vivre les instances, puisque le décret le prévoit également. Hein, donc le maintien du fonctionnement des instances dans les meilleures conditions possibles, c'est ce que nous avons organisé ce soir. Ça, c'est tout en laissant donc, la possibilité de certaines activités qui sont autorisées donc, par leur ministère, enfin par leur ministère de tutelle ou par leurs instances qui peuvent être maintenues. Et je crois que, alors c'est toujours des décisions pas faciles, mais je crois qu'il est important lorsqu'on peut accompagner le maintien ou la reprise d'activité, même si on doit être très attentif à la situation sanitaire, je conseille, il n'y a pas de légèreté à avoir face à la situation, aux dispositions sanitaires, mais si dans le respect des règles sanitaires, un certain nombre d'activités peuvent avoir lieu, je crois que c'est important également de pouvoir les maintenir. Il y va du maintien du lien social autant que faire se peut. Oui, je ne sais pas trop rapport, mais oui, bien sûr. Voilà, donc j'explique pourquoi on est là ce soir. Non, c'était pas la première question. Pardon? Non, mais il y avait des activités cet après-midi, que je sache. Jusqu'à 18h, hein, c'est ça. Et les tables, c'était pas possible non plus. Ici, là? Non. Bah, en termes de niveau sanitaire, c'est la difficulté. Quand on est les tables, on est très près et avec une seule rangée, on n'a pas d'état pour tout le monde. En respectant la distanciation, c'était un peu compliqué. Voilà, je concède l'inconfort. Hein, maintenant, c'est la difficulté. Maintenant, si vous avez des solutions, enfin des améliorations, des propositions à faire, on est bien sûr preneur. Comment? Familial et hors service en ce moment. C'est pour ça que le conseil communautaire est à l'heure. Et sur le deuxième point, je n'aurais rien à ajouter, si ce n'est qu'il y a eu une accusation à un moment de la discussion qui pouvait mettre en doute l'intégrité et des élus et surtout des services. D'où la réaction. Je prends note de vos explications. Voilà, je n'y ajouterai rien de plus. Je peux juste dire que j'apprécie les excuses qui ont été formulées. Merci. On passe au DOM. Donc, une étape importante dans la vie de la municipalité, c'est l'établissement du budget. Donc, le budget est la traduction, on va dire, concrète, financière d'un programme politique. Selon la taille des communes, donc le processus n'est pas tout à fait le même. À partir de 3500 habitants, il y a obligation donc de débattre autour d'orientation budgétaire. C'est un débat, donc il faut prendre acte. Il n'y a pas de vote autour de ce débat. L'objectif de ce GOB, c'est d'informer les élus sur la situation financière de la commune et d'échanger autour des orientations proposées pour le prochain budget
qui doit avoir lieu dans les 2 mois, ce qui sera le cas puisque nous aurons notre budget donc, au mois de février. Donc le 17 février, si je ne m'abuse. Puisque nous sommes en début de mandature, donc on va procéder à une première petite explication, donc une première vidéo concernant donc l'explication d'un budget, ce qu'est un budget de la commune, tant en fonctionnement qu'en investissement. Dans un deuxième temps, l'adjoint de finance, donc Loïc, présentera le contexte national et local de ce budget, qui bien sûr impacte les orientations. Nous présentera donc les indicateurs financiers concernant le budget réalisé, mais surtout ce qui est la prospective. Et puis ensuite, donc, les adjoints de secteur pourront présenter les orientations retenues pour le prochain budget, pour le budget 2021. Voilà, je vous laisse présenter la structure du budget communal. Merci. Donc l'idée c'est de vous présenter, parce qu'on rentre dans une partie budgétaire avec le doc et puis le devis qui suivra dans un mois, le contexte du budget municipal. Juste pour vous rappeler qu'un budget municipal, donc d'abord, est un acte par lequel sont prévus et autorisés donc l'ensemble des dépenses et des recettes annuelles de la commune. C'est un acte de prévision, effectivement, sous l'année, mais c'est également un acte d'autorisation, puisque de partir de cet acte, toutes les dépenses et recettes sont autorisées au cours de l'année. Le principe du budget, le budget correspond à 5 principes. Un principe d'abord d'annualité, correspond bien à une année civile, alors forcément avec des dérogations comme tout critère obligatoire, que ce sont les journées complémentaires, parce que les trésoreries nous accordent le paiement, le mandatement et de titrer nos dépenses recettes sur le mois de janvier, et également l'écriture de plans pluriannuels. Le budget est un document unique, le principe d'unité du budget, on y retrouve toutes les décisions, tous les budgets complémentaires, les annexes. L'ensemble des documents sont mis dans une seule édition. Le budget se doit d'être universel, en y inscrivant toutes les recettes et les dépenses dans leur intégralité, sans compensation. Et le principe d'universalité repose aussi sur le principe qu'il y a non-affectation des recettes, c'est-à-dire que les recettes ne correspondent pas forcément à des dépenses anticipées, mais c'est une somme globale des recettes et des dépenses. Sauf pour certains budgets, certains budgets annexes un peu particuliers, type budget lotissement par exemple. Le budget en principe se doit d'être sincère, donc pas de principe de compensation, celui qui est un peu au-dessus. Et le principe de sincérité des dépenses et des recettes, sans sous-évaluation ou surévaluation d'aucune d'entre elles. L'équilibre budgétaire, c'est ce qu'on réalise au niveau du BP, quand on le verra le mois prochain, entre les deux sections, fonctionnement et investissement, qui doivent être elles-mêmes équilibrées en recettes et en dépenses, d'où le principe de bien évaluer ces recettes et dépenses de façon sincère en outil d'écriture. Et donc on doit également recouvrir l'ensemble de certaines dépenses par des recettes définitives, comme par exemple le remboursement du capital de la dette et les crédits pour les dépenses imprévues. La structure d'un budget est donc en deux parties. Une partie de fonctionnement qui correspond à la gestion courante de l'ensemble des services et une partie d'investissement, donc une partie de dépenses-recettes qui affecte de la valeur au patrimoine de la ville. Ça peut être une particularité par rapport au budget privé. Un exemple de budget, alors les chiffres sont purement indicatifs, c'est moi qui les sors de ma mallette, donc ne correspond pas forcément, voire pas du tout à la commune de Servan, mais voilà, faut expliquer un peu le mécanisme. Donc un système de recettes sur les communes, en grosse partie réalisé donc, toujours en partie de fonctionnement, sous les impôts et taxes, les dotations de fonctionnement, les produits et services, et puis quelques autres produits. Donc dans cette section de fonctionnement, les recettes sont mises en face des dépenses, les dépenses de personnel, les charges générales, les autres charges et les intérêts d'emprunt. Ici, cette sur-recette par rapport aux dépenses va vous dégager une épargne brute. Et c'est l'épargne brute,
C'est le seul transfert qui peut exister entre la section de fonctionnement et l'investissement. Cette épargne brute peut être transmise du fonctionnement pour financer de l'investissement. L'épargne de gestion, si on parle beaucoup de cartes après dans le document, mais effectivement, on parle beaucoup d'épargne en régime administratif. Mais... Donc l'épargne de gestion, elle, correspond à cette épargne brute plus les intérêts d'emprunt. Donc cette épargne brute arrivée une fois dans l'investissement vient au niveau de recettes compléter la partie des subventions, des emprunts et des autres recettes d'investissement qui peuvent nous arriver. Et donc dans les dépenses, on retrouve le capital des emprunts. Et donc c'est ici que vous allez retrouver votre épargne nette, capacité d'autofinancement, qui correspond donc à votre épargne brute, moins capital d'emprunt, puisqu'il devait être entièrement couvert, c'est le principe du budget. Cette épargne nette vous permet d'investir et permet également d'appeler de nouveaux emprunts. En dépenses d'investissement, vous allez retrouver les constructions de travaux, évidemment pour une grosse partie, les dépenses de voirie et les autres travaux et acquisitions. Le budget, quant à lui, dans sa réalisation, il y a une séparation importante entre l'ordonnateur et le comptable public. Dans l'ordonnateur, donc celui qui donne les ordres, qui est donc le maire, et celui qui exécute l'ordre, le comptable public. La décision en matière de dépenses et de recettes appartient au maire, mais il ne manie pas les fonds, alors qu'effectivement, pour le comptable public, il manie lui les fonds, mais n'a pas de pouvoir de décision, et dans toute discrétion des fonds qu'il manipule. Le budget, c'est les prochains documents, donc on commencera avec le premier, donc ce soir, le débat d'orientation budgétaire qui le compose, le BP, qu'on verra tout le mois prochain, et au cours de l'année, par habitude, vous les croisez, je pense, de temps en temps, notamment les divisions modificatives qui viennent ajuster le budget en cours d'exercice. Et les documents d'exécution qui seront vus un peu plus tard dans l'année également, que sont le compte administratif, donc le document comptable qui reprend l'ensemble des réalisations de l'exercice budgétaire N-1 en recettes et en dépenses, mandat et titres émis. Et le compte de gestion, donc, qui correspond en fait au compte administratif, mais lui est rédigé par le comptable public, qui retrace l'ensemble des ordres qui ont été exécutés. Et effectivement, ces deux comptes, là, ils doivent rentrer en cohérence sur les montants. Une année budgétaire, donc le DOB de l'année N doit avoir lieu 2 mois avant le vote du BP, ce qu'on va réaliser ce soir, ce que vous allez réaliser ce soir. Ensuite, nous avons jusqu'au 15 avril pour réaliser le vote du BP et le vote des taux. Les comptes administratifs, comptes habituels, doivent être vus jusqu'au 30 juin de l'année, et les budgets supplémentaires jusqu'au 31 décembre, et les DM jusqu'au 31 décembre, plus les journées complémentaires, budget en place, professionnellement jusqu'à l'année suivante. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et on va pouvoir passer donc au DOB en lui-même. Donc, Louis. Oui, merci. Donc, je vais vous faire un résumé du document qui vous a été remis avec les documents du conseil municipal. On va en faire un résumé parce que c'est un document assez étoffé qui comporte beaucoup d'éléments dont vous allez prendre connaissance. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous en faire un résumé à travers les diapositives qu'on va vous présenter. On va d'abord commencer par vous présenter le contexte national et général. Donc on a une économie mondiale qui évolue au rythme de la pandémie du Covid-19 et des mesures de restriction imposées pour y faire face. Pour la France, donc, il y a une récession de moins 10% du PIB qui est attendue pour 2020, un déficit public de 10,2%. Pour pallier, on va dire, cette récession, le gouvernement a pris des mesures d'urgence. Une première fois avec le premier confinement, où il a mis en place des mesures à la hauteur de 470 milliards d'euros, qu'il a consolidé par un plan de relance de 100 milliards, plan de relance qui est axé, on va dire, sur l'écologie, la compétitivité, la cohésion. À ce stade, il faudra voir comment il est décliné au niveau des collectivités. On manque un peu de recul pour voir comment on peut en bénéficier, sur quel investissement au niveau des communes. Donc ça sera des éléments à reprendre quand on aura un peu plus d'éléments en cours d'année.
Sur les conséquences pour les collectivités, est-ce qu'on peut passer à la deuxième diapo? Merci. Donc sur les dotations qui sont versées par l'État, il y a des modifications où ils ont mis en place des prélèvements. Globalement, la dotation au niveau national reste identique. Par contre, ils ont mis en place des prélèvements pour compenser les pertes de recettes liées au Covid et les révisions de valeur ajoutée des locaux industriels. Il est prévu aussi une hausse de la péréquation verticale. Donc, juste pour rappel, la péréquation, c'est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse et donc les inégalités. C'est ce qui a été un peu évoqué préalablement auprès de la CONCOM, donc entre les différentes collectivités territoriales. Autre impact, c'est les mesures fiscales, donc avec un plan de baisse des impôts de production de 10 milliards. Alors, les impôts de production, aujourd'hui, les perceptions des produits sont plus les EPCI qui les perçoivent que les communes. Ça concerne la baisse des taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Hein, donc, c'était des impositions qui avaient été mises en remplacement de la suppression de la taxe professionnelle. C'est la baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale, donc ce qu'on appelle la CET. C'est la révision des valeurs locatives des établissements industriels. Donc sur cette partie, effectivement, il y a une réforme qui est en cours pour revoir les valeurs locatives qui n'avaient pas été revues depuis les années 70, avec un mécanisme de valeurs locatives qui sont basés plutôt sur des loyers avec une revalorisation par un taux d'intérêt. Et sur cette partie-là, donc ces valeurs qui servent quand même aux taxes, on va dire, foncières bâties et taxes d'habitation. Mais ça n'aura pas d'impact au niveau de la commune parce qu'il y aura une compensation de l'État si jamais les bases, s'il y avait des baisses de base pour les communes. Il est prévu aussi l'adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols, et la suppression des taxes à faible rendement. On peut passer à la diapo supplémentaire. Suivante, pardon. Non, je ne sais pas. Je l'imagine. Donc on va aborder les recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement. Donc si on regarde l'évolution des recettes de fonctionnement pour Servon, donc entre 2017 et 2019, on voit que les recettes de fonctionnement ont augmenté en moyenne de 3,36%. Donc lié à une augmentation importante donc entre 2018 et 2019 des bases de cotisation du foncier bâti. En 2020, la projection du compte administratif relève une relative stabilité. Pour 2021, la projection indique une diminution des recettes de 1,4 par rapport au budget 2020. Et les ressources de la commune reposent principalement sur la fiscalité, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc là, vous avez les premiers éléments chiffrés du DOC. Donc on voit que la projection des recettes de fonctionnement pour 2021 se situe à 3 770 000. En comparaison, on va dire, du budget 2020, où elles étaient pour un montant de 3 824 000. Donc effectivement, on constate une légère baisse des recettes de fonctionnement. Donc il y a plusieurs éléments qui expliquent cette baisse. On a des recettes non récurrentes qu'on a eues en 2020 qu'on ne va pas retrouver en 2021. Ça concerne principalement le sol du lotissement des Vigneaux, qui a contribué aux recettes 2020 à la hauteur de 93 000 qu'on ne retrouvera pas en 2021. On avait aussi des travaux refacturés à des tiers en 2020 pour 40 000 qu'on n'aura pas non plus sur 2021. Par contre, on a des recettes supplémentaires dans le budget
Alors des recettes l'année dernière qui avaient été réduites par l'impact du Covid, c'était toutes les recettes liées à la cantine, au LSH et à la garderie, donc qui sont en diminution dans le budget 2020 du fait du premier confinement où il y a eu une fermeture des écoles et des services, donc il y a eu une perte de recettes, alors que cette année on va sur une année pleine, et ça a quand même un impact entre les deux exercices de 110 000. Et derrière, on a aussi une réduction de nos dépenses suite à un manque de visibilité sur la fiscalité 2021 à la hauteur de 98 000. À ce stade, on n'a pas d'éléments de la part des services de l'État pour savoir quelles sont les taxes qui sont des taxes, on va dire, variables, qui portent sur les terrains devenus constructifs où on perçoit une fiscalité dès qu'un terrain est déclaré constructif. L'année dernière, on a eu une recette en 2020 de 39 000, mais pour 2021, n'ayant pas d'éléments, et plutôt adoptant une règle, on va dire, prudentielle, c'est-à-dire que n'ayant pas suffisamment d'éléments, on a plutôt adopté une règle de ne pas les valoriser. C'est le cas également aussi sur la taxe additionnelle aux droits de mutation et à la taxe des publicités foncières, où là c'est pareil, sur cet élément on a une recette en diminution par rapport à 2021 de 59 000. Donc on va dire que c'est l'ensemble de ces éléments-là explique, on va dire, la diminution de nos recettes de fonctionnement entre 2021 et 2020. En cours d'année, on aura sans doute des éléments qui nous permettront de mieux appréhender les recettes et les taxes additionnelles. Si on a des augmentations significatives, elles sont constatées, on va dire, par une décision modificative ou un budget supplémentaire, mais à ce stade, on ne préfère pas les appréhender. Sur les recettes, on voit qu'il y a 4 natures de recettes dans le budget. Donc il y a les produits des services vendus, ou si on regarde, on va dire, la variation entre 2021 et 2020, on a une augmentation de 65 000 €, mais c'était lié, comme je vous ai dit, aux recettes de cantine, garderie. Sur la fiscalité directe, donc on a plutôt une baisse de 67 000, on va le voir dans ce slide-là. On voit que les dotations de la Comcom sont relativement stables et que les dotations de l'ATA sont en léger retrait de 4 €. Et que derrière, il y a la dépense exceptionnelle qu'il y a eu en 2020, qu'on n'en fera pas en 2021, de 93 000. Donc si on regarde les recettes liées à la fiscalité directe, que vous pouvez voir sur la diapositive, donc on a des recettes de fiscalité à la hauteur de 2 396 000, avec une part importante de la taxe foncière bâtie qui représente 1 511 000. Sur la taxe d'habitation, on a 836 000 €, et sur le bâti non foncier, on est à 46 000. Donc vous voyez que les recettes de 2021 ont été prises sur le même montant que 2020. Par contre, on voit que l'évolution des recettes entre 2019 et 2020 donc, sont en augmentation importante. On voit que la taxe d'habitation, on a une évolution de 6,2%. Sur le foncier bâti, on a une évolution de 2%, et sur le foncier non bâti, de 4,2%. Étant donné qu'on a des taux d'imposition qui n'ont pas augmenté depuis 2010, donc je dirais que l'augmentation des recettes vient uniquement de l'augmentation des bases fiscales. Bases fiscales qui sont l'augmentation qui sont dues, on va dire, à l'augmentation de la population, voire des bâtiments industriels, ce qui explique l'évolution de nos recettes sur la fiscalité directe. Sur les recettes qui sont issues du pays de Château-Giron Communauté, donc elles sont de deux ordres, on va dire l'attribution de compensation qui représente 188 000, la dotation de solidarité communautaire
qui représente, alors pour la partie fonctionnement en 2020, 131 000, elle sera de même valeur pour la partie 2021, et une quote-part de la dotation de solidarité communautaire qui sert à financer de l'investissement. Pour 2020, elle représentait 56 000 et donc elle a été fléchée, on va dire, sur l'aménagement de la rue Gabin. Et sur 2021, je ne sais plus où on a dû la flécher, je sais qu'on va le voir dans les diapos suivantes, j'ai un peu de mémoire. Donc voilà pour les recettes de la communauté de communes. On peut passer à la diapo suivante, qui montre l'évolution des recettes perçues de l'État à travers la dotation globale de fonctionnement. Donc on voit qu'on a une évolution défavorable depuis 2019, hein, donc en cumulé on est à 29 000 € de perte de dotation générale. Par rapport à 2020, la perte est limitée à 4 000 €. Ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas d'emprise, hein, donc ce sont des éléments qui sont fournis sur l'État par rapport à notre fiscalité, où là, globalement, on peut avoir un impact à travers nos taux. Sur ces recettes-là, on a peu d'impact. Sur la partie Comcom, comme ça a été expliqué en préalable, c'est le résultat, on va dire, du pacte financier qui a été établi et qui sera donc revu courant 2021. On peut passer donc aux dépenses de fonctionnement. Donc en 2017-2019, les dépenses de fonctionnement sont restées stables. En 2020, donc, les élections municipales ont constitué un temps fort dans la vie de la commune, mais surtout les services et les projets ont été lourdement impactés par la crise sanitaire liée au Covid. La réalisation des projets s'en est trouvée impactée, ce qui se traduit par une diminution des dépenses de 4,74 entre 2019 et 2020. En 2021, donc une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 93 000 €, et à noter par rapport au budget 2020, en lien donc avec la mise en service de l'équipement Armintab, la rétrocession des espaces publics de tranche 3 et 4 de la ZAC du Vallon, les indemnités et frais de fonctionnement des élus. Formation. Donc, sur les éléments chiffrés du tableau en bas, donc on constate entre la projection 2020 et le budget 2020, donc une hausse de 93 000 €, qu'on peut ventiler sur les postes suivants. Il y a une augmentation prévue de la voirie de 20 000 €. L'impact de l'entretien des tranches 3 et 4 de la ZAC de Vallon peut être chiffré à peu près 15 000 €. La mise en service d'Armintab avec les frais d'entretien du bâtiment qu'on aura à gérer courant 2021 aura un impact sur les 2021 à hauteur de 30 000. Sur la partie personnelle, une revalorisation du nombre de personnes pour répondre aux services demandés par la commune, où on aura une augmentation globalement des frais personnels de 28 000 €. Concernant les élus, les indemnités et frais de fonctionnement des élus, donc par rapport à 2020, on aura aussi un impact de plus de 24 000. Et il y a des travaux qu'on ne retrouvera pas sur 2021 à hauteur de 50 000. Donc, ce qui explique, on va dire, notre variation sur les dépenses de fonctionnement entre 2021 et 2020. Par contre, on voit que l'écart est important, on va dire, entre 2021 et le prévisionnel 2020. Il est prévu en atterrissage sur 2020 des frais de fonctionnement de 2 854 000, alors qu'on avait un budget de 3 3 millions. Donc ça s'explique, on va dire, par l'effet du Covid, où on n'a pas été en capacité de réaliser toutes les dépenses prévues ou engagées, on va dire. Donc si on regarde cette variation de 450 000 et se répartit principalement sur la partie personnelle. Donc sur la partie personnelle, il y a des postes qu'on n'a pas été en mesure de pourvoir. Donc ce qui a généré, on va dire, alors je ne sais pas si on peut parler de ça d'économie,
mais d'écart entre le budget prévu et le réalisé de 188 000 euros. Et après, c'est sur la partie des dépenses générales où il y a eu des réductions des dépenses générales à la hauteur de 250 000 parce qu'on n'a pas été en mesure de les engager, toujours liés avec le Covid. Sur les fournitures, ça représente 98 000 euros. Sur les produits de services, 92 000 avec des entretiens de bâtiments, des entretiens de voirie, des entretiens de terrain, des contrats de maintenance. Voilà. Sur les autres services extérieurs, ça a un impact de 58 000 avec des frais de contentieux en moins, des frais de cérémonie, des transports scolaires qui n'ont pas été faits et des formations d'élus qui n'ont pas pu être réalisées. Donc, je dirais des dépenses, on va dire 2020, où ça peut pas être une année de référence en termes de dépenses de fonctionnement, mais c'est plus le budget 2020 qui est l'année de référence pour comparer l'évolution de 2021, en raison, comme je vous l'ai indiqué, donc de l'impact du Covid sur les dépenses 2020. Donc on peut passer à la capacité d'autofinancement. Donc pour rappel, donc, la capacité d'autofinancement, c'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Donc c'est un indicateur, on va dire, stratégique et important qui permet de répondre à deux objectifs. Un premier objectif, c'est le remboursement du capital des emprunts en cours. Le deuxième objectif, c'est une source de financement des investissements. Avec la CAFLEC, on a réduit la part consacrée au remboursement du capital de nos emprunts. On voit que 2020 est une année record en matière de CAF. On voit bien à travers le graphe du dessous, le graphe bleu, où 2020, on a une projection de 963 000 euros. Alors pourquoi 963 000 euros en comparaison de ce qu'on va avoir en prévision des 374 000 de 2021? C'est notamment les gains de dépenses de fonctionnement que je viens d'évoquer sur le slide précédent de 450 000 qu'on a fait. Donc si on retraite ces 450 000 au 963, si on avait été sur une année normale, on était plus sur l'ordre d'une case de 513 000 euros et pas de 963 000 euros. Et cette différence entre les 513 000 euros, donc la CAF retraitée, si on veut, de 2020, par rapport à 2021, le 374, la baisse elle est due à trois raisons principales. Donc une approche prudentielle sur les recettes de fiscalité directe, comme présenté lors des recettes de fonctionnement. Des recettes exceptionnelles en 2020 qu'on ne va pas retrouver, et puis des charges supplémentaires cette année par la mise en service de Armintam et la reprise, on va dire, dans les charges de fonctionnement de la commune, de l'entretien des tranches du 3 et 4 du Vallon. Donc ce qui explique, on va dire, cette diminution de nos CAF prévisionnels 2021 par rapport à 2020, ce sont tous ces éléments évoqués. Donc, sur la capacité d'investissement, donc la moyenne entre 2016 et 2019, les dépenses d'investissement au budget principal s'élèvent à 1 756 000. Les investissements donc, ont été concernés essentiellement par l'aménagement du cimetière, y compris le parking et le bâtiment, le skatepark, l'aménagement des voiries, donc gare Olivet, rue Creuse, Pimoret, la restructuration du restaurant scolaire et le démarrage des travaux Armintam. On voit bien qu'il y a eu deux projets majeurs, on va dire, sur les 2 dernières années, qui sont donc le projet Armintam, où il y a eu une autorisation de programme votée à la hauteur de 5 021 000, qui s'étale sur plusieurs exercices. Et l'autre projet majeur qui a eu ces dernières années, c'est le restaurant scolaire, où il y avait une autorisation de programme aussi à la hauteur de 2 millions. Si on regarde les évolutions des dépenses d'équipement, donc d'investissement, donc on constate un gap important entre 2021 et 2020. La projection pour 2021, c'est des investissements à la hauteur de 4 457 000,
en relation avec celles de 2020 qui sont à la hauteur de 2 373 000. Donc si on résume, on va dire, les dépenses d'investissement de 2020, ce sont principalement Armintam, la rue Laennec et la liaison douce Le Bretin qui composent les 2,3 millions plus divers investissements de moindre importance. Et concernant l'augmentation, on va dire, significative en 2021, il y a plusieurs éléments qui expliquent les 4 457 000. Il y a les projets qui avaient déjà été engagés avant 2021 qui ont un impact sur les projets engagés avant 2021 qui ont un impact sur 2021 qui sont Armintam pour 2 129 000. Il reste encore à réaliser sur 2021. Il y a un autre équipement majeur qui a un impact sur nos dépenses d'investissement, c'est le terrain synthétique qui aura un impact à la hauteur de 1 245 000, plus des éléments un peu moins significatifs. On a un solde sur le restaurant scolaire à 15 KE. On a un projet, on a la suppression du passage à niveau qui nous a jamais été réclamé, mais qu'on est dans l'obligation de laisser dans nos comptes à la hauteur de 26 000 €, et puis le divers pour 8 KE.